Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag-Essonne sur Radio Sensation, émission spéciale sénatoriale 2023. L'élection aura lieu le 24 septembre. Qui seront les sénateurs essonniens? Il y a 6 ans, 2 sénateurs UDI, 2 sénateurs LR et un sénateur PS avait été élu. Je reçois aujourd'hui la candidate Laure Darcos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidate à votre réélection. Vous avez 52 ans. Vous avez été élue sénatrice il y a 6 ans sur la liste LR menée par votre homologue et collègue Jean-Raymond Hugonet. Vous êtes également depuis 2015 conseillère départementale du canton de Gif-sur-Yvette et vous êtes depuis 2021 présidente de la Fédération des Républicains de l'Essonne. Alors s'il fallait retenir d'abord une action de votre mandat de sénatrice durant ces 6 dernières années, ça serait laquelle ? Oh ben, peut-être ma loi, si je puis dire, parce que je peux l'appeler comme ça, puisqu'elle porte mon nom, pour défendre les librairies de centre-ville, de centre-bourg, et notamment soit en permettant aux communes de pouvoir les aider financièrement après 2 ans d'activité. J'ai encore eu un témoignage très poignant d'un libraire de la Bretagne Sud qui me remerciait pour mon action, et puis surtout leur permettre de pouvoir faire du commerce à distance et de livrer des livres au même titre qu'Amazon. Et donc ça a été un combat de 2 ans contre ce GAFAM en fait pour leur tordre le bras et essayer de rendre plus équitable les frais de port entre les libraires et cette société. Alors pourquoi avoir envie de se représenter pour un second mandat de sénatrice ? D'abord parce que ça a été vraiment 6 ans de passion. J'aime, j'allais dire, c'est tous ces aspects, c'est-à-dire en même temps, il faut être très présente les 3 jours au Sénat habituel, mardi, mercredi, jeudi, où on porte notre action. On a, même s'il faut rester à sa place et être très modeste, parce que on ne révolutionne pas non plus le monde ni la France en étant parlementaire, surtout avec un hyper-président, mais permettre en fait de pouvoir améliorer le quotidien des Français et puis surtout améliorer en fait les conditions de travail de nos élus, puisqu'on est la Chambre des territoires, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. Et donc ces 3 jours-là, ils doivent être corrélés à 4 jours sur le terrain. Et donc j'ai eu de cesse, d'ailleurs comme mes collègues, je dois reconnaître, à sillonner l'Essonne en long, large, en travers, à des commémorations, avoir des déjeuners avec les maires pour être en prise directe avec leurs demandes, leurs sollicitations. Et donc voilà, j'ai appelé ma liste vous rendre le pouvoir d'agir, parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus frappé. Ils ont envie de retrouver un peu d'autonomie, bien sûr financière, mais également autonomie de gestion pour les logements, pour plein de sujets. Et donc, du coup, j'ai plein de choses à faire encore dans ce 2e mandat. On reviendra sur ces thèmes-là. Mais d'abord, le Sénat, c'est la Chambre haute, vous l'avez rappelé, qui défend les intérêts des collectivités territoriales. C'est d'ailleurs donc seulement les grands électeurs, les élus locaux, qui peuvent voter à ces élections. Qu'est-ce que ça change en termes de campagne? Vous l'avez déjà vécu il y a 6 ans, mais vous avez aussi connu d'autres campagnes, notamment les législatives ou les élections départementales. Qu'est-ce que ça change de finalement devoir s'adresser à ces grands électeurs? Tout, ça change tout. Quand vous êtes dans une campagne législative, vous êtes en face d'à peu près 80 000 électeurs, tous assez inconnus. En fait, si vous arrivez à avoir 5% de votre électorat en faisant beaucoup de porte-à-porte, comme j'en avais fait, c'est déjà le maximum. Là, c'est 2500 grands électeurs. Si vous avez bien fait votre job pendant 6 ans, vous les connaissez. Et donc, il y a une part d'affect qui est très important en fait dans cette élection. Et du coup, j'espère pouvoir avoir un échange à nouveau pendant toute cette fin de campagne, puisque au fond, la campagne n'a jamais cessé depuis 6 ans, mais on va dire que de juin à fin septembre, elle va être très dense. J'aimerais pouvoir avoir un contact direct avec chacun des grands électeurs, et je mettrai à leur disposition un téléphone pour que je puisse échanger avec eux si je n'ai pas le temps d'aller les voir sur place, parce que c'est vraiment un tout autre enjeu, et avec des sujets qui du coup se recouvrent. On en parlera, mais c'est beaucoup de sujets communs du nord au sud. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir voir qu'au fond, territoire rural ou
territoire urbain, il y a des problématiques qui peuvent être similaires. Alors les élections sénatoriales, ce sont donc une élection en Essonne, en tout cas proportionnelle, dans chaque département. Pourquoi ne pas avoir mené donc une liste commune avec votre ancien colistier, Jean-Raymond Hugonnet, qui fait partie donc du même parti que... Non, que alors vous. je vous interromps, il n'est pas LR. Il n'a jamais été républicain, il n'a jamais eu de carte. Mais le groupe LR a une trentaine d'apparentés LR, en fait, donc il est rattaché au groupe des Républicains avec Bruno Retailleau. Mais c'est une nuance qui est importante, ne serait-ce que par rapport à mes élus qui sont militants républicains, puisque j'aurai en fait seule l'investiture de mon parti, en fait, des Républicains à cette élection. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu partir ensemble? Mais d'ailleurs, un peu, j'allais dire, d'un commun accord. C'est que la dernière fois, en deuxième de liste, donc lui était président de l'Union des maires. Il n'était pas encarté, mais c'est vrai qu'il avait son aura de président de l'Union des maires sortant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et moi, j'avais organisé la primaire de la droite et du centre en 2016, donc l'année précédente, pardon. Et donc, bon, les dirigeants de ma famille politique d'alors ont trouvé que j'étais peut-être la personne la plus idoine pour finalement fédérer tous ces élus que j'avais pu rencontrer pour l'organisation de ces primaires l'année précédente. Et donc, j'ai poussé cette liste en numéro 2. Je n'ai été élue, moi, qu'à 9 voix. Et depuis, la gauche a repris 19 communes en Essonne. Donc, soit les élections municipales qui sont passées par là en 2020. Et il ne faut pas oublier que du coup, l'Essonne est quand même une terre de gauche. Et donc, moi, ma proposition était de faire une liste unique, non pas que tous les deux, mais à 4 avec Vincent Delahaye et Jocelyne Guidez. On ne s'est pas mis d'accord parce que, bien évidemment, le palmarès et l'ordre est toujours un peu compliqué. Mais personne ne voulait être quatrième. Voilà, c'est exactement ça. Et j'allais dire, ça n'était pas légitime que ça soit moi, en tant que présidente d'une fédération, la seule présidente en fait d'une famille politique. Donc je pense que là, mes élus ne m'auraient pas suivi. Donc à partir du moment où on n'a pas pu faire cette liste unique à 4, il était impossible que moi-même, ou même Jean-Raymond, à qui je ne l'aurais pas proposé non plus, ça aurait été logique, puisse en deuxième liste prendre cette deuxième position. Donc j'allais dire c'est un peu chacun pour soi, en espérant qu'on soit de nouveau réélu, bien évidemment, mais c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué. Parmi donc les thèmes de cette campagne, il y a évidemment le gros morceau de la décentralisation. C'est une problématique qui revient souvent donc parmi les collectivités territoriales. C'est aussi un des sujets attendus du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Lors de la campagne présidentielle, la réforme du conseiller territorial est revenue sur la table. Vous, qui êtes d'ailleurs conseillère départementale également, est-ce que vous seriez favorable à ce que les conseillers départementaux siègent aussi à la région? Écoutez, pourquoi pas, mais je pense que ce n'est pas le volet de la décentralisation la plus importante. Moi, c'est vrai que je vais avoir la chance d'être soutenue par François Durouvray, mon président, et par Valérie Pécresse. Présidente du conseil départemental de l'Essonne. Voilà, et Valérie Pécresse, la présidente de la région, parce que ce sont les deux collectivités qui travaillent le plus avec les communes. L'important, c'est vraiment de pouvoir avoir des correspondants efficaces pour faire avancer les dossiers. Moi, j'ai la chance, du coup, d'être tous les lundis au département avec l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux. Donc en fait, j'ai tous les lundis en fait l'ensemble des points d'actualité de chaque coin de l'Essonne, ce qui est peut-être plus avantageux entre guillemets par rapport à mes collègues sénateurs qui ont dû abandonner leur mandat de maire. Alors bien sûr, je n'ai pas été maire, ils le répètent souvent comme un point de faiblesse, mais ils ne sont plus que conseillers municipaux de leur commune parce qu'ils y sont attachés. Je comprends très bien. Mais moi, c'est vrai que du coup, en tant que conseillère départementale, tous les lundis, je siège avec mes autres collègues pour me permettre de pouvoir pousser les dossiers. Département maire. Et qui sont maires, et puis surtout qui ont, je vous dis vraiment, tous les lundis, on fait le point sur des contrats territoires qu'il faut pousser, tel ou tel maire qui a tel problème. Et souvent, du coup, ça se répercute par rapport à des demandes de subventions ou d'aboutissement de dossiers sur la région. Pas plus tard que ce matin, j'ai encore un problème à résoudre de transport scolaire sur une commune de l'Essonne, du sud-Essonne. Bon, bien évidemment, j'ai la chance de pouvoir aller directement au cabinet de Valérie Pécresse pour pouvoir essayer d'améliorer, de décoincer le problème. Et donc, c'est très important. Donc, la décentralisation, c'est moins, je pense, les conseillers territoriaux, que de donner plus d'oxygène et de pouvoir à nos élus. D'un côté, plus de compétences. Mais quand vous avez un pouvoir suprême, entre guillemets, qui vous impose 25% de logements sociaux, dans des communes qui n'en ont pas forcément besoin en termes de population, qui surtout sont
contraints, soit par la géographie, par des classements en ENS ou en site classé, soit simplement parce que, étant encore assez loin de certaines gares, ça engorgerait encore plus les mobilités, les routes. D'un côté, vous avez cette obligation des 25%, sinon sont carencés, et de l'autre, on est en train d'avoir un dossier qui va être encore à l'étude après même l'élection, le zéro artificialisation nette, où on va demander d'arrêter en fait justement de trop continuer à construire en fait sur les terres agricoles et naturelles à cause du problème du réchauffement climatique et du dérèglement excusez-moi, je suis fatiguée, de l'écologie en général. Donc, c'est totalement contradictoire. Vous avez deux positions qui sont des obligations venues de l'État et donc du préfet, qui sont contradictoires. Donc, tout ça, c'est un peu en dépit du bon sens, et ça serait peut-être mieux, et je pense sincèrement, ce serait mieux que les communes et que les élus, les intercommunalités puissent se mettre d'accord entre eux sur leurs besoins et savoir s'ils peuvent garder un peu de pouvoir et de liberté de pouvoir décider en leur âme et conscience ce qui est le mieux pour leurs concitoyens. Donc, a priori, quand vous êtes maire, c'est pour le faire. Merci beaucoup, Merci. Laure Darcos, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes chef de file de la liste LR pour les élections sénatoriales et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.